Bonjour et bienvenue. On va attaquer directement avec une question qui a l'air de préoccuper pas mal de monde. Comment est-ce que Jujutsu Kaisen, une série qui a priori reprend tous les codes du manga pour ados, est devenue un popcorn, un phénomène mondial aussi écrasant? Pour essayer de comprendre ça, on a pas mal de documents aujourd'hui. On a la page Wikipédia, bien sûr, pour les bases, mais surtout des discussions de fans hyper passionnés sur Reddit, quelques articles d'analyse et même des interviews des créateurs de l'anime. Notre mission, c'est un peu de déconstruire la machine Jujutsu Kaisen. C'est exactement ça. L'idée, c'est de voir ce qu'il y a sous le capot. Est-ce que c'est juste une formule de shonen de combat classique, mais exécutée à la perfection, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus, une sorte de subversion des codes? On va tout examiner, l'histoire, les personnages, la production, pour voir ce qui captive autant les gens. Poser les bases, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ça commence avec un lycéen, Yuji Itadori, un jeune homme avec une force physique, complètement anormale. Et tout bascule quand, pour sauver ses amis d'un monstre, il prend une décision assez radicale. Il avale une relique maudite, en l'occurrence un doigt humain en pleine décomposition. Et voilà, il devient l'hôte d'un démon légendaire et surpuissant, un certain Ryomen Sukuna. Ce qui nous plonge directement au cœur du système de cet univers, l'énergie occulte. C'est une force qui émane des émotions négatives de tout le monde, la peur, la haine, tout ça. Et quand cette énergie s'accumule, elle crée ce qu'on appelle des fléaux. Des monstres, en gros. Oui, des monstres bien réels qui s'attaquent aux humains. Leurs designs sont d'ailleurs souvent inspirés du folklore japonais, des yokai, ce genre de choses. C'est assez glauque. Donc, nos mauvaises ondes collectives créent littéralement des monstres. C'est une idée assez angoissante, en fait. C'est le principe. Et pour les combattre, il y a une société secrète d'exorcistes. Des humains qui, eux, peuvent maîtriser leur énergie occulte. Ils sont formés dans des écoles spéciales, comme le lycée d'exorcisme de Tokyo, où Yuji va atterrir. Et l'atterrissage est un peu brutal. Dès qu'il avale le doigt, il est capturé et condamné à mort, direct. Voilà, sa sentence est juste reportée. Le plan est assez simple et plutôt macabre. On le laisse en vie, le temps qu'il trouve et absorbe les 19 autres doigts de Sukuna. Et une fois que le démon est complet, on exécute Yuji pour détruire Sukuna avec lui. Ça pose une ambiance, disons, assez sombre pour le début d'une aventure, hein. Carrément. Et c'est là que les débats commencent. Sur les forums comme Reddit, on voit tout de suite deux camps. D'un côté, ceux qui disent « Attendez, un ado avec des pouvoirs, une école spéciale, un démon intérieur, c'est juste du Naruto ou du Bleach réchauffé, non ?» C'est le débat central. Et les deux points de vue se défendent. Il y a l'argument du classique bien exécuté. Certains fans le disent sans détour, l'histoire, c'est un prétexte pour enchaîner des combats incroyables. J'ai lu un commentaire qui disait que le succès de l'anime, un peu comme pour Demon Slayer, repose à 90% sur l'animation stratosphérique du studio MAPPA. Ah oui, quand même. Oui, et la personne ajoutait que ça venait compenser un manga au dessin parfois jugé, je cite, plutôt hideux. C'est dur. Mais en face, il y a ceux qui disent que c'est une simplification, que JJK déconstruit justement tous ces clichés. C'est ça, l'argument subversif. Et il y a de bons exemples. Prends le démon intérieur. Sukuna, ce n'est pas du tout le Kurama de Naruto. Ce n'est pas un allié potentiel. C'est le mal incarné, un sociopathe qui n'attend qu'une occasion pour tout massacrer. Il n'y a aucune rédemption en vue. Ça change toute la dynamique, c'est sûr. Et pour le héros aussi, Yuji n'a pas le syndrome du « je ne tue jamais ». Non, il tue quand il le faut. Mais là où la série est maligne, c'est qu'elle explore l'impact que ça a sur lui. On le voit douter, être traumatisé. Il réfléchit à ce que c'est qu'une mort digne. Ce n'est pas anodin. Autre point qui casse les codes, la structure de puissance. D'habitude, le héros part de zéro. Ici, le personnage le plus puissant de l'univers, Satoru Gojo, est là dès le début. Il est invincible. Le but n'est pas de le dépasser, mais de survivre dans un monde où il existe. C'est un point intéressant, ça, la question du plot armor, l'armure scénaristique. On entend souvent que dans JKGK, personne n'est à l'abri. Pourtant, Gojo est littéralement intouchable pendant une bonne partie de l'histoire. C'est pas un peu contradictoire ? C'est un excellent point, et la tension vient de là. Gojo, c'est l'exception qui confirme la règle. Son invincibilité, elle crée une fausse sensation de sécurité. On se dit, tant qu'il est là, ça va. Mais la série nous montre ce qui arrive à tous les autres. C'est vrai.
Des personnages très importants, très appréciés, meurent de façon brutale, sans prévenir. C'est cette imprévisibilité pour 99% du casting qui crée le danger. L'invisibilité de Gojo rend la vulnérabilité des autres encore plus palpable. Je vois. Donc, si on résume, une base classique, mais des détails qui tordent les attentes. C'est noté. Mais passons à un autre point qui revient partout. Les personnages. Oui, et là, impossible de ne pas commencer par Satoru Gojo. Les sondages de popularité sont unanimes, il écrase tout. C'est un peu le Kakashi de Naruto version 2.0. Le mentor cool et surpuissant, mais avec une personnalité encore plus désinvolte, presque arrogante. Ça le rend hyper charismatique. Et les personnages secondaires. C'est là que ça devient complètement fou. Oui, J'ai lu un article qui s'attardait dessus. On a Panda, qui n'est pas un panda. non. C'est un cadavre maudit muté, une sorte de poupée animée avec plusieurs âmes. C'est le genre de concept qui te fait dire « Ok, je suis dedans » ou Toge Inumaki. Ah, Inumaki. Lui, il ne peut pas parler normalement parce que ses mots sont maudits. Du coup, pour communiquer, il utilise des noms d'ingrédients d'onigiri, les boulettes de riz. Saumon, bonite séchée, c'est à la fois absurde et génial. Ça le rend immédiatement mémorable. Et mon préféré, c'est Kento Nanami, l'ex-employé de bureau, l'ancien salariman, qui plaque tout pour combattre des monstres. Mais le détail qui tue, c'est que son pouvoir augmente quand il passe en heures supplémentaires. Après 18 heures, oui. C'est un détail qui parle à un public plus adulte qui a connu le monde de l'entreprise. Nanami, avec son pragmatisme, son cynisme, il est devenu une icône pour beaucoup de fans. Ce mélange des tons, on le sent aussi dans l'ambiance générale. On apprend que l'auteur, Geiji Akutami, est un grand fan de films d'horreur. Et ça se voit, oui. La série bascule sans cesse entre l'horreur pure, avec des monstres vraiment dérangeants, et des scènes de comédie, de vie de lycée. L'anime a vraiment amplifié ça, non? Totalement. Le réalisateur de la saison 2, Shotago Shozono, a une analyse très intéressante. Il dit avoir traité la première partie de l'arc sur le passé de Gojo comme un film d'idole de jeunesse, très lumineux, centré sur l'amitié entre Gojo et son ami Geto. Et c'était volontaire? Absolument. Il a créé cette ambiance légère pour que la rupture tragique qui suit soit ressentie comme, et je le cite, la plus grande trahison de l'histoire. Ce contraste violent, c'est une décision de mise en scène pour maximiser l'impact. Et ça a marché. Mais alors, comment est-ce que tout ça s'est transformé en un succès commercial aussi monstrueux? Parce que les chiffres sont dingues. En décembre 2025, plus de 150 millions d'exemplaires du manga vendus. C'est juste énorme. On passe de l'artistique au commercial. Et il y a plusieurs facteurs. Déjà, pour le public international, le concept de fléau né des émotions était perçu comme assez frais, assez original. D'accord, mais un bon concept ne suffit pas toujours. L'animation de Mappa, tu en parlais tout à l'heure, c'est ça la clé? C'est une pièce maîtresse, c'est certain. L'animation, c'est la vitrine. C'est ce qui attire l'œil sur les réseaux sociaux. Mais là où ils ont vraiment réussi, c'est en combinant cette qualité visuelle avec une stratégie de diffusion mondiale hyper agressive. L'animation, c'est l'appât. La logistique, c'est le moteur. C'est-à-dire? Ils ont supprimé toutes les barrières. Le film Jujutsu Kaisen 0 est sorti dans 89 pays. L'anime est diffusé en quasi-simultané partout sur Crunchyroll. Et surtout, les doublages en plusieurs langues arrivent très très vite. Ça veut dire que quelqu'un qui n'aime pas les sous-titres peut quand même suivre la série et quasiment en temps réel. Ils m'ont rendu la série accessible au plus grand nombre, le plus vite possible. C'est ça. Et une fois que l'autoroute est construite, ils ont inondé la culture populaire. Les collaborations, McDonald's, Fortnite, PBG. Exactement. À ce stade, ce n'est plus de la promo, c'est de l'omniprésence. La série est devenue inévitable. Donc, si on fait le bilan, le secret de Jujutsu Kaisen, ce serait pas une invention radicale, mais plutôt l'utilisation d'une structure familière, le shonen, comme un cheval de Troie, pour livrer des thèmes plus sombres, plus horrifiques. C'est une excellente synthèse. C'est cet équilibre parfait entre le familier et l'inattendu. On vient pour les combats, on reste pour le malaise existentiel. Et on ajoute à ça des personnages mémorables et une production impeccable. L'emballage est aussi bon que le contenu, en somme? Exactement. Et pour finir, j'aimerais revenir sur une déclaration de l'auteur, Gegoji Akutami. Très tôt, il a dit qu'il avait déjà planifié la fin de l'histoire. Plus précisément, la fin du parcours de Megumi Fushiguro, un des personnages principaux. Mais il a avoué ne pas savoir ce qu'il adviendrait de Sukuna. Ah, c'est intéressant. Maintenant qu'on connaît la fin, Megumi qui est libéré, Sukuna qui est vaincu, ça change notre lecture. Ça pose une question.
Est-ce que cette histoire, qui parle tout le temps de fatalité et de libre arbitre, était elle-même déjà toute tracée par son créateur? Ou est-ce que l'auteur, en laissant le destin du mal en suspens, explorait ces questions en même temps que nous? Cette tension entre le plan et le chaos, c'est peut-être ça, au fond, l'essence même de Jujutsu Kaisen. Une question qui reste en suspens.